Wesh les com, salut, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo review de Jujutsu Kaisen. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que vous faites du cinéma, que je vous dis que je vais enfin parler de cette œuvre. Et c'est chose dite, et c'est chose faite. Aujourd'hui, je me suis lancé, je me suis dit, prends un petit peu ton courage à deux mains et parle de ce manga que tu adores, que tu affectionnes, qui te fait penser à Hunter x Hunter. Beaucoup ont dit que JJ Akutami était peut-être Yoshiro Togashi. Je comprends pourquoi, parce que ce manga a du propos. Ce manga a de la prise de risque, ce manga a quelque chose à raconter, ce manga sort des codes, sort des clous, tout ce que j'aime dans les œuvres qui nous sont partagées depuis le Japon et depuis ses auteurs, depuis ces mangas shonen qui me font vibrer et qui ont un petit peu cet adage, cette chance de pouvoir me faire pousser un petit peu ma réflexion. Et dedans, je mets pas mal de choses. Quand je parle de Hunter x Hunter, final, je parle de ma culture générale, je parle de la vision d'une œuvre, je parle aussi de mes sentiments, de mon histoire, de ma vie, des références, d'autres films, d'autres œuvres qui m'ont fait grandir et évoluer dans ma manière de penser. Je suis très content de continuer ce chemin avec cette œuvre que je trouve particulièrement magnifique, même s'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, et ça va être cool dans cet échange-là, parce que je vais vous demander à vous également votre avis, ce que vous pensez de certains sujets. N'hésitez pas en commentaire à me donner quelques petites informations que j'aurais loupées, peut-être, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées en dehors de mon champ de compréhension. En tout cas, très bon chapitre, puisque je commence cette œuvre-là sur le réveil de Sukuna, dans cette traque mortelle qui porte déjà pas mal de choses, pas mal d'enjeux, pas mal de contexte, avec un surplus de gens qui viennent du passé, comme ce cher Kenjaku, qui vient directement et qui squatte un petit peu le vaussaire de Suguru Geto, personnage que j'aimais beaucoup. J'ai mal pris quand j'ai appris qu'en fait ce n'était plus lui, mais que ce n'était qu'une coquille vide qui abritait la réincarnation d'un danger encore plus grand, auquel j'ai du mal à m'attacher quelque part parce qu'on ne le voit pas. On n'a jamais vu sa première apparence, je crois, de mémoire. Peut-être que j'ai tort. On sait plus ou moins qu'il a hanté, je crois, la daronne de Yuji. Ça, c'est une partie qui est très floue. Donc n'hésite pas à me raconter un petit peu ce truc-là. Est-ce que c'est sa daronne? Est-ce que c'est son daron? Est-ce que même c'est expliqué? Ou est-ce qu'on est encore dans le flou sur la descendance, la parentalité de notre cher personnage principal? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens du passé qui remontent à la surface. Il y a Sukuna, mais lui, on le connaît, il est là depuis le début. Donc voilà, tu reviens du passé, tu viens foutre la merde, ok. Et il y a cette fameuse femme qui l'aime et qui a pris possession, qui elle aussi vient du passé. On le voit directement dans ce chapitre-là. Elle était à l'ère Heian, tout se passait bien, et elle est réinvoquée, incarnée, dans cette traque mortelle, qui n'en avait pas besoin, je le pense, mais voilà, elle est là, il faut bien développer cette partie de l'histoire, donc on va essayer de voir ensemble ce qui est intéressant là-dedans. Pourquoi Sukuna a pris le corps de Megumi? Je sais, en relisant les premiers tomes, parce que là je relis le tome 1, que la promesse que Sukuna a fait à Yuji, du style « Je peux prendre possession de ton corps pendant 1 minute, quand je le veux et quand je le souhaite », avec pour seule condition de ne pas tuer quelqu'un, ça a été développé dans le tome 2. À ma première lecture, j'avais pas du tout compris cette partie-là, parce que Sukuna le fait en échange de rendre le cœur à Yuji, parce qu'il avait arraché son propre cœur suite à sa rencontre avec Megumi, la première rencontre dans le tome 2, il s'arrache le propre cœur. Yuji doit mourir, mais il fait ce pacte avec Sukuna. Je ne savais pas du tout que c'était quelque chose d'important la première fois que je l'ai lu. C'est un foreshadowing qui est hyper intéressant et qui est de la même teneur que ceux de One Piece ou encore de Shingeki no Kyoji, c'est-à-dire que quand tu les vois dans ta première timeline, quand tu lis le manga, tu te rends pas compte que c'est quelque chose d'important. Je sais pas si les autres youtubeurs en ont parlé et si c'est un enjeu grandissant de la communauté de Jujutsu Kaisen depuis des années en disant mais waouh, quand est-ce que ce pacte va servir à quelque chose? Mais là, il nous l'a été présenté il y a quelques chapitres, puisque Sukuna a repris le contrôle du corps de son possesseur Yuji, qui s'est pété un wad, se rendant compte en fait que la condition de ne blesser personne n'impactait que les gens à l'extérieur et pas Yuji lui-même, pour le foutre dans la bouche de Megumi pour prendre possession de son corps. On savait que Sukuna kiffait Megumi, on le savait tous, on ne savait pas pourquoi, et la question de ce chapitre-là, c'est est-ce que c'est juste pour les 10 ombres, ou est-ce qu'il y a autre chose encore derrière? Parce que les 10 ombres, c'est un sort qui a l'air fantastique. Mais on parle de Sukuna, normalement, en termes de sort fantastique, t'es le numéro 1, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière le souhait de posséder Megumi?
Déjà, c'est la première question. Je vais même pas te dire si c'est une bonne chose ou pas dans le manga, même si ça m'a hype. Juste, à quoi ça sert? Mais on va le découvrir très certainement. Mais voilà. C'est pas le seul engouement de ces quelques chapitres depuis la prise, depuis le retour de Sukuna. Sukuna vient à chaque arc foutre le bordel. D'ailleurs, dans Shibuya, il y a énormément de choses qui se passent. Hein. Mais à partir du moment où Sukuna arrive, c'est là où ça part en cacahuète complètement. L'arc. Et pour notre plus grand plaisir. Avec la confrontation avec Megumi, qui te sort ses 10 ombres, instruments stellaires, machin chose, machin chouette. Mais c'est de bon augure pour la suite de la track, qui a ses qualités et ses défauts dans une mise en place qui ressemble un peu aux mises en place de Togashi, c'est-à-dire que, bon, on sait pas trop où ça va nous amener, mais là on sent que voilà, la mise en place a été faite, là on est là pour tout péter, donc Sukuna arrive, et il rencontre cette fameuse meuf de cette époque, Heian. Est-ce que le retour de ces incarnés d'une époque révolue est nécessaire dans cette track qui est déjà assez compliquée? Surtout que tu as la carte Réveil de Sukuna qui est intéressante. Et dans ce cadre-là, est-ce que ce combat en lui-même l'est? Alors il nous les est présentés avec une certaine mise en scène appétissante. Oui, quand tu vois un petit peu les différentes propriétés des insectes qui ont piqué la curiosité de cette nana, ça rappelle un petit peu Baki dans la manière un peu d'amener des informations de la culture générale qui a priori n'ont rien à voir dans le manga et qui vont permettre un petit peu de donner de la profondeur dans le choix des personnages et notamment de celui-ci qui a décidé de se revêtir d'une armure d'insectes parce qu'elle est constamment attirée par la puissance de ces petits êtres qui peuvent décupler des énergies et des choses absolument magnifiques, elle qui manquait d'énergie, etc. Ça donne du corps. Tu rentres dans le chapitre, tu te dis vas-y pourquoi pas, allons-y. Et là, Espeta avec Sukuna qui utilise les 10 ombres, mais qui nous dit pas, voilà, que c'était le truc rare qu'il voulait, etc. Une ombre lui permet de régénérer, l'autre de faire des attaques avec le taureau. Il envoie un éléphant, il se teste. On sait que Sukuna ne peut pas acquérir sa pleine puissance quand il possède quelqu'un. On sait aussi que Megumi fait de la résistance et que c'est pour ça que Sukuna veut taper la meuf parce qu'elle a incarné le corps de la sœur de Megumi, ce qui rend déjà la chose assez ironique. Et de plus que les deux incarnés ont une relation amoureuse qui rend incestueuse la relation que Megumi peut avoir avec sa sœur. Est-ce qu'il y a inceste quand les corps sont frères et sœurs, mais pas les âmes et les esprits? Là, on est dans de la grosse réflexion de haute volée, et c'est bien un manga shonen qui nous permet de réfléchir à cela. C'est dit avec humour, c'est dit avec condescendance, on kiffe, on assume. Et ce petit côté complètement décalé d'amour, alors qu'il y a quand même une bataille de deux esprits incarnés qui ont l'air d'être un peu des gens importants, me fait penser des fois à cet humour qui pouvait être inséré dans des combats très importants et très intéressants. Dans Shaman King, certains chamans avaient des passions complètement délurées, se battaient pour le titre de Shaman King qui était le moyen, le tournoi qui permettait un petit peu à un élu de rentrer en fusion avec Dieu. Donc on est quand même sur quelque chose de très important. Et au final, les personnages sont délurés à propos d'une passion rocambolesque. Et t'as beaucoup ça au Japon, t'as beaucoup de gens qui ont des passions, des kumés, ils vont avoir des passions sur n'importe quoi, sur des équerres, sur des stylos 4 couleurs, mais avec la couleur verte, tu vois. Ou sur, je sais pas moi, des mouchoirs usagés. Les Japonais, ils sont comme ça, ils sont très portés sur... ils peuvent avoir une fixette, une obsession sur un truc, et on avait beaucoup ça dans Shaman King. Et des motards, des machins, des Iron Maiden, et d'autres j'en parlent, et tu retrouves un petit peu ça au final là-dedans, avec ce combat entre deux personnages qui est intéressant, parce que tu vois des techniques, et surtout tu vois l'utilisation de Sukuna, l'utilisation des techniques de Megumi par Sukuna, elles sont assez sympas, il y en a certaines qu'on n'avait pas vues, mais on reconnaît les lapins, qu'il avait utilisé contre le retour de Toji, je crois. Et là, tu te dis, ok, tu ressens le Megumi à travers ce Sukuna. Après, est-ce que t'aimes bien cette version de Sukuna ou pas, c'est toi, mon frérot, c'est à toi de valider ou non. Hein. Mais tu ressens quand même un petit attachement au cœur. C'est dommage qu'on sacrifie le personnage de Megumi qui avait quand même l'air de devenir particulièrement badass, surtout dernièrement sur la track. Ça avait l'air de devenir le nouveau Toji, même si Maki a ce rôle-là in fine. Tu voulais que Megumi ressemble un peu à son daron, tu vois. Tu voulais qu'il vienne et qu'il foute la merde. Il est aspiré par Sukuna qui a déjà une énergie assez imposante, assez intéressante dans le manga. J'en parle déjà dans ma vidéo sur Gojo, mais sur le flashback de Gojo, mais le fait est que
on empruntait le framework à la Kyuubi Naruto, sauf que là, Sukuna, elle va pas devenir pote. On n'est pas dans Naruto, elle va pas devenir pote avec Yuji. C'était hyper intéressant. Que va devenir le personnage de Yuji? Balafré. C'est ce que je me disais, que j'ai pas dit dans ma dernière vidéo. Il est balafré, le mec. Et c'est rare, c'est réconfortant de voir un héros de shonen qui porte les stigmas et les cicatrices de ses combats précédents. Alors forcément, tu l'as avec Luffy parce qu'il a la balafre suite à la mort de Ace et au coup de poing de Akainu, rempli de lave. Mais tout de même, là, la moindre balafre sur sa bouche, sur son œil, et là, toutes les balafres qu'il s'est mangées face à, je crois que c'est une espèce de mini-extension du territoire quand il se mange toutes les taillades. Parce que, in fine, ça donne ça, son extension du territoire, même s'il le nomme pas. Ça fait plaisir, tu vois. Tu rentres dans le réel. Le manga devient impactant, devient réel, mais c'est un petit truc bête que peu d'auteurs ont fait, parce que Luffy, il boit du lait, sa dent elle repousse, tu vois. Mais là, voir les stigmas des combats précédents et l'évolution physique de Yuji qui paye son parcours initiatique, qui le paye vraiment. Il n'y a pas de... Tu vois. Même dans Hunter x Hunter, quand Gon se fait péter la main, au final, il récupère. Quand Gon se transforme en pétage de plomb cheveux longs, il récupère. Donc dans la tentative de réalisme et de danger suggéré par l'auteur, on avance d'un cran. Et ça, j'adore. Et ça, j'adore. Et c'est pour ça que je vais parler de Jujutsu Kaisen. Et ça, c'est... Là, je te parle pas de l'animation masterclass. Ou de Gojo qui est classe parce qu'il a les cheveux blancs et des yeux blancs, tu vois. Là, je te parle vraiment de choix de l'auteur pour te faire comprendre que dans son œuvre, ce qui se passe, c'est la batatas fritas. Ça, c'est des choses que j'aime partager, surtout avec vous. Donc, profitons de ce nectar Jujutsu Kaisien, de ce réveil de Sukuna, de cette meuf qui va probablement t'éclat. Le festival des morts commence à arriver. Déjà, le sosie d'Elvis, qui était très charismatique, il y a encore quelques tomes / chapitres, se fait couper en plusieurs. Alors, j'ai pas les noms tout de suite parce que je suis à ma deuxième relecture pour faire un truc un peu sérieux, mais là, c'est un peu du oulala. Mais on prend, on achète. Quel est le secret derrière l'attachement de Sukuna envers le corps de Megumi? Les Français veulent savoir. Voilà pour ma première review. N'hésite pas à liker, partager. N'hésite pas à regarder ma vidéo sur le flashback de Gojo. Kiffe la France et les pays frontaliers et les pays du monde. Et voilà. Et à la prochaine, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Bah oui.